Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Excellent réveil. Bienvenue en ce vendredi matin ici sur Canal. Bienvenue chez vous. Bienvenue dans la matinale. On se retrouve aujourd'hui encore en ce vendredi jusqu'à 10h30 avec toute l'équipe de la matinale week-end. Une émission préparée par Myriam Akek. Aujourd'hui, à la barre technique, monsieur Bougara à la réalisation. Il y a Hanan qui est au script. On salue toute l'équipe qui est en régie ici en direct à partir du 21 boulevard des Martyrs. Toutes nos condoléances au peuple tunisien suite au décès de leur président Béji Caïd Sebsi qui est décédé à l'âge de 92 ans hier. 3 jours de deuil ont été décrétés ici en Algérie, 7 forcément en Tunisie. Et ce matin, on parle d'abord santé avec Fethi Benachnou. Comme tous les vendredis, avec Fethi Benachnou, on parle des glaces et de la santé. Ah oui, tous ces produits que l'on mange et que l'on consomme pendant la saison estivale, pendant les périodes de forte chaleur. Quels sont les risques? Comment choisir la bonne glace? Comment ne pas mettre en danger ses enfants? Ça se passe avec Fethi Benachnou. Esma Kerboua Baraka, les chefs d'unité au centre Pierre et Marie Curie. On parle du CPMC évidemment avec la journée mondiale du cancer. Et ça, ce sera avec elle que ça va se passer. Kenza Nchar, société civile, comme tous les vendredis. Kenza est de retour aujourd'hui et elle nous parle du mouvement associatif et des campagnes de sensibilisation. Smaïl Fourar, responsable de l'environnement à Ain Benyen. Rappelez-vous, on en avait parlé la semaine dernière. On avait entamé le débat sur Ain Benyen, sur la commission environnement de la PC de Ain Benyen avec Smaïl Fourar qui fait son retour, qui va nous parler donc et de Ain Benyen et des projets, la ville touristique d'un côté, la ville propre en devenir. En tout cas, on y reviendra avec lui. Le plan de circulation et d'hygiène avec Smaïl Fouar ce matin au programme de la matinale. Et puis on finira avec Manel Gharbi. Et oui, Manel qui est en concert. Ça se passe demain, 27 juillet, à Dar Abdeltif, avec l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Bienvenue à vous tous. C'est parti avec la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et la météo de ce matin, c'est avec vous, Fréel. Fréel, bonjour. Bonjour Abou Mohamed et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, côté ciel, les nuages seront assez denses à partir de l'après-midi à l'intérieur, l'extrême sud, le Hogar, le Tassil, le Nord Sahara, le sud-ouest. Ces nuages apporteront quelques faibles pluies, parfois accompagnées d'orages. Sur l'ensemble des régions côtières, beaucoup de brouillard au lever du jour. Rassurez-vous, ça devrait se dissiper au fil des heures. Après bien sûr Météo Algérie laisse en place à de larges éclaircies. Les températures, les voici élevées au nord comme au sud, avec cet après-midi 41 degrés à Tizi Ouzou, Guelma, 34 pour Annabas, Kikda, 33 à Alger, Oran, 36 à Tlemcen, 37 à Al Bayad, 46 c'est le maximum aujourd'hui pour le Sahara central, 40 à l'extrême sud, 43 Ilizi, Hassim Saoud, 37 à Manrasset, Janet et enfin 44 pour la wilaya de Tindouf. Place ce matin au continent européen. Aujourd'hui, le temps sera mitigé. Le soleil sera présent vers le sud, le centre. On prévoit aussi quelques faibles pluies pour Paris, Bordeaux, Londres. Un ciel souvent voilé à Dublin. Ailleurs, le soleil donc se montrera très généreux aujourd'hui encore. Côté température, 37 à Rome, 32 pour Madrid, 33 à Athènes, 31 à Bucarest, 33 aussi sous un ciel souvent voilé à Budapest, 28 à Varsovie, 33 à Prague, 31 à Berlin, 30 à Paris, 25 à Londres, 21 degrés à Dublin et c'est le minimum. C'est des températures de saison. On passe à présent à l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h01. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. Excellente journée, profitez du soleil, avec modération bien sûr. J'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du ciel. A tout à l'heure. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et le temps et le mercure qui se stabilisent un peu comme hier, un peu comme aujourd'hui, mais avec de fortes températures au sud du pays. Là, on s'intéresse à Jamal Kbir, à découvrir ou à redécouvrir pour certains. C'est Sabrina Khlifi qui nous en parle.
Jama el-Kbir est une des principales mosquées d'Alger d'époque médiévale. La mosquée est bâtie en partie sur les ruines d'une ancienne basilique chrétienne et une partie des constructions repose sur une portion de l'ancien rempart romain. Avec la mosquée Sidi Rmdan, située en Haute-Kasbah, Jama el-Kbir est le plus ancien édifice religieux d'Alger. Il a été construit en 1097 par Ali ibn Youssef ibn Tashfin al-Mouravid, fondateur de Tlemcen. C'est la première mosquée de rite malikite. La grande mosquée d'Alger, la grande mosquée de Tlemcen et la grande mosquée de Nadrouma sont les seuls monuments de la dynastie al-Mouravid subsistant de nos jours. Jama el-Kbir occupe une superficie de 2000 m². L'édifice repose sur 72 piliers reliés par de grands arcs et couverts de 11 toits. La salle de prière, son coupole centrale, se compose de 11 nefs perpendiculaires au mur de la Qibla. Le mimbar est décoré de colonnes et de céramique. Le minaret, de forme quadrangulaire et d'une hauteur de 15 mètres, est orné en son sommet de 24 merlans qui lui confèrent son aspect hispano-mauresque. Il a été élevé en 1324 par le fondateur de Tlemcen, Abou Tashfin. Les faïences bleues et blancs qui le décorent ont été posées vers 1870. Il est surmonté d'une rampe qui traverse 3 boules de cuivre de grosseur décroissante. La galerie extérieure n'est pas d'origine. Elle a été ajoutée en 1836. Ces colonnes de marbre à chapiteaux décorés de motifs floraux proviennent de la mosquée Es-Seïda qui s'élevait à la place des Martyrs et que l'on a jetée à bas en 1830. Plus récemment, on a recouvert les tuiles rouges de son toit de rouleaux d'étanchéité. Elle est construite en pierre, briques, tuiles sur une charpente de bois. Le décor intérieur est fait de céramique et de bois. L'édifice dispose de 5 portes donnant chacune accès à une partie de la mosquée. L'ancien minbar aux 45 panneaux de cèdre sculpté et datant de 1097 est exposé dans la section des arts islamiques du musée des Antiquités. Fortement remaniée au cours des siècles, la mosquée a perdu son aspect d'origine, mais a gardé une certaine sobriété architecturale. Jama el-Kbir a été classé monument historique en 1887. Faisant partie de la Kasbah d'Alger, la mosquée est classée avec cet ensemble au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1992 et figure sur la liste du patrimoine national algérien depuis 1967. Patrimoine algérien depuis plusieurs années déjà, Docteur Benachnou, bonjour, bienvenue à vous. Ce vendredi, on se retrouve comme d'habitude, on parle santé, et en cette période de forte chaleur, avec vous, retour sur ce qu'aiment nos enfants, ce qu'aime tout le monde, on a l'impression, hein, c'est les glaces. Adultes, hein. Même les adultes. Surtout les adultes. Alors, les glaces et la santé. Voilà, Ouais. c'est important. Les glaces, qui n'aiment pas les glaces, qui n'a pas été élevé entre guillemets la glace, qui ne connaît pas ce fameux
cornets qui tombent parfois et qui salissent. On voit dans certains magasins d'Alger ne pas consommer de glace avant de... Ils mettent un petit panneau parce qu'ils ont peur de tacher les marchandises qu'il y a exposées, c'est vrai. Mais au-delà de cet aspect nostalgique qui nous caractérise tous, il faut savoir ce que c'est que d'abord une crème glacée. Historiquement, c'est la caractéristique de certains pays comme l'Italie, où il y avait des artisans glaciers. Ensuite, les glaces, les crèmes, c'est pas uniquement ce que l'on voit en vente ici à Alger, la petite manette et le fait ou bien de prendre avec... Non, la glace, c'est quoi? C'est d'abord un liquide. C'est d'abord un liquide fait d'eau. On ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient. Elle provient. Fait surtout de sucre. Et Dieu sait, sur ce plateau, si on a... pratiquement pendant toute l'année, on parle de la consommation exagérée de sucre. Je dis bien la consommation exagérée de sucre. La glace fait d'eau et surtout de colorants. Les crèmes glacées qui sont en vente ici, de colorants. Et surtout, il y a une grande arnaque. Il y a de très beaux établissements où on voit des pots de crème avec, comment dirais-je, nderdr, en arabe on dit nderdr, parsemé de petites graines de fesdaq, de pistache, et on nous présente ça comme étant glace à la pistache. Je l'ai vécu moi à Alger, en plein centre d'Alger. J'ai été attiré par une publicité, un bel établissement, bel hein, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, et j'ai vu attiré par glace au melon, avec dessiné pas un melon, un cantaloupe, les cantaloupes, tout ça. Je dis, tiens, mais c'est super. Pourquoi? Parce que j'avais une arrière-pensée. C'est ça qui m'avait attiré. Pas arrière-pensée négative, non. J'ai dit, ah, enfin. J'ai dit, je voudrais une glace au melon. Pardon. C'est du melon, tout ça. Ah, comme si j'ai demandé le papaye ou je ne sais quoi. Alors que, alhamdoulilah, en Algérie, cette année, les pastèques et les melons, et je parle exprès, hein, les pastèques et les melons, alhamdoulilah, c'est pratiquement à chaque, alhamdoulilah, on a produit. Il m'a dit, ah non, c'est... J'ai quand même demandé une crème pour goûter ce que c'est cette crème au melon. C'est quelque chose d'atroce. C'est quelque chose d'hyper sucré et ni de près ni de loin, j'ai couru pour aller manger une tranche de melon, la vraie, le fruit pour retrouver. Non, pourquoi je parle de... vous savez, j'ai mis dans mon discours les histoires de pastèques, de melon, tout ça. Parce qu'il y a une spécialité de crème glacée au sens large du terme, en Algérie où on est spécialiste, et j'ai été élevé pratiquement tous les gens. Vous avez parlé du créponné? Oui, très bonne, vous avez été à la très bonne école. Le créponné, on se déplaçait exprès à Cherchel. Ouais. Et j'ai lu dans le journal, et là j'aimerais qu'il y ait certains téléspectateurs ou téléspectatrices d'Oran, où j'ai lu dans les journaux que le créponné fait à Oran, il allait être inscrit dans le patrimoine de l'humanité, tellement qu'il est essentiel. Ce qu'il faut voir, premièrement, les crèmes telles qu'elles sont vendues en Algérie actuellement, les fameux, quel que soit le local, c'est des éléments hyper sucrés. Ouais. Donc là, il faut faire attention. Deuxièmement, quand c'est hyper sucré en été, quand on a chaud, là, on a chaud, on a envie de quelque chose de frais, on va prendre une crème. Mais tellement qu'elle est saturée de sucre et de colorant, ça va augmenter la soif. Donc, il faut une équation dans la tête que la crème, c'est du gazouze congelé. C'est cela. C'est du gazouze congelé, ça n'a aucun sens. Et deuxièmement, cette arnaque, on aimerait que les autorités... Moi, personnellement, je trouve que, et j'ai parlé des glaces artisanales, l'origine, c'était ça. Au contraire, j'aimerais que dans les centres de formation professionnelle, on inclut la formation de glaciers. Demain, si quelqu'un veut ouvrir un établissement pour vendre des crèmes glacées, qu'il y ait artisan glacier, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît une formation. Et deuxièmement,
sur la composition de ces crèmes glacées. Les fruits, on en a en Algérie, alhamdoulilah. Il y a plein de fraises, il y a plein... Pourquoi ne pas inventer? Il y a du bakor, vous savez, du bakor. Ce qu'on appelle aussi le barsis, tout ça. Et le della, moi j'ai vu des sorbets. À ce moment-là, ce n'est plus de la crème, c'est des sorbets. C'est des crèmes faites avec des fruits. Et je crois qu'en Algérie, on peut réellement, on a, alhamdoulilah, des fruits, la terre algérienne produit des fruits, et pourquoi ne pas former des jeunes, des gens, et à ce moment-là, les laisser ouvrir leur magasin avec un, je sais pas moi, un label, dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il a été formé pour ça. Bon, il y a eu la mode il y a quelques années avec les artisans glaciers qui ont poussé un peu partout, et puis on parlait beaucoup de la glace italienne. Oui. Alors qu'on sait très bien que gelato, c'est voilà, alors que l'on sait que c'est des préparations et que c'est des poudres qui se vendent en concentré et autres et qui reproduisent certains goûts. Voilà. Maintenant, vous n'avez pas trouvé votre compte sur le melon, on est désolé pour vous, mais ça peut plaire à d'autres. Maintenant, comment choisir la bonne classe? C'est l'été, il fait chaud, les enfants raffolent, les adultes aussi. Très bien. Comment choisir sa bonne glace? Alors, ce qui se passe maintenant, on nous a habitués. Quand vous n'êtes qu'une seule fenêtre, vous obligez les gens à ne voir que d'une seule fenêtre, à savoir les crèmes glacées avec les fameux carpigiani. Vous en avez trois. Vous avez soit la machine, vous avez soit les boîtes qui se vendent... Je me souviens de ces écrits. C'est toujours... soit les vendeurs à l'industriel, enfin les industriels qui distribuent dans les boutiques, soit les fameuses glaces artisanales. Moi, ce que je recommande le plus vite possible, et je le dis, que l'on développe les glaces artisanales, surtout les sorbets. Ce sont des bases à base de fruits. C'est ça qui est important. Le fameux créponné Rabia. Le fameux créponné, oui, c'est fait avec du citron et on le faisait ici en Algérie de façon artisanale. Je crois que ce qui est important, il est temps de redresser là-bas. Parce que les crèmes que l'on vend actuellement un petit peu partout à Alger, en plus de l'arnaque, je vous ai dit, on saupoudre un peu de pistache dessus, de petites graines de pistache, et vous dites, et on ose et on vit dans cette ambiance, on dit glace à la pistache. Alors que c'est glace à l'arôme ou au colorant de pistache. Les fraises, pourquoi faire en Algérie des fraises avec un colorant fraise alors que les fraises en Algérie, alhamdoulilah, on n'a pas à importer. Pourquoi importer, comme vous le dites, des poudres de l'extrait de je ne sais quoi, de je ne sais quel pays, et je crois que maintenant, il faut revenir. Et deuxièmement, la crème telle qu'elle est vendue actuellement, elle va augmenter. Autre chose, je préviens les papas et les mamans. Elle va augmenter quoi? Comment? Elle va augmenter quoi? Elle va augmenter la soif, parce que c'est hyper sucré. C'est pour ça qu'on accompagne souvent le cornet avec la petite bouteille d'eau. J'y venais, et là c'est important. Oui. Quand on prend une crème glacée, surtout quand on achète ça aux enfants, il faut toujours faire boire à l'enfant un verre d'eau. Pourquoi? Parce que c'est tellement sucré que le sucre, si on ne boit pas d'eau, on ne lave pas, entre guillemets, les amygdales, c'est un lieu merveilleux, c'est du sucre. On va offrir de la nourriture parfaite aux microbes, on risque d'avoir des angines. Deuxièmement, on peut avoir d'autres formes d'angines, laryngite et autres. Quand on a chaud, on marche dans les rues d'Alger surtout, ou d'Oran, ou de Constantine, ou de toute l'Algérie, comme il fait chaud, brutalement, on a chaud, on respire de l'air chaud et on s'arrête pour prendre une crème. Cette variation de température, le soir, bonjour les dégâts. Donc vous voyez quelque chose qui est important. Moi, j'aimerais que l'on développe une formation. Et Dieu sait si dans ce pays, il y a des personnes qui se sont retirées, mais qui ont une grande compétence. Ce sont de vrais artisans dans la fabrication des glaces, qu'ils deviennent enseignants dans un centre de formation professionnelle, et demain, ces jeunes formés peuvent ouvrir des magasins de sorbets et qui peuvent être aidés. Dans le cadre de l'Ensèche, par exemple, on les finance pour acheter un bus ou je ne sais quoi, c'est excellent. On peut les aider à financer, à ouvrir, et à ce moment-là, on rejoindra le tourisme, ça développera le tourisme, parce que il y avait un établissement, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Bab el Oued, en face du lycée Frantz Fanon, de jeunes filles, c'est Frantz Fanon, il y avait il a disparu, on peut dire le nom, il y avait les glaces Muller,
Et c'est là où on a fait nos armes, on y allait, et c'était d'excellentes glaces. Après, vous avez Fleur du Jour, vous avez plein de glaciers qui étaient connus. Qui étaient connus. Fleur du Jour qui s'est transformée en pizzeria. No comment, c'est comme ça qu'ils disent en anglais. Je ne sais pas si vous... Fleur du Jour, qui est une institution du côté de la capitale, ça s'est transformé en pizzeria. Et ça existe, moi, à Neba, à Constantine, oui, à bien Oran, sûr, évidemment. Il y a des établissements, je crois qu'il faut revoir ça. Et faites attention, ne consommez pas trop de glace. C'est de l'équivalent du gazeuse. Il y a un glacier à Béjaïa, quand vous montez vers la place Guédon, juste un peu avant, c'est Déali. Voilà. On a une tradition. Et il y a écrit au-dessus nos grands-parents sont les doyens de la glace. Et vous avez le voisin qui est ouvert juste à côté qui écrit nos grands-parents sont les doyens des doyens de la glace. C'est bien, il y avait une émulation, c'est bon. Ah, c'était deux cousins, oui. Non, mais vous voyez qu'on a une tradition dans les bonnes glaces. Et ça, c'est un atout pour le tourisme. Oui. Ça, c'est important. Les touristes viennent ici, on va avoir notre label Algérie. Alors, mettons le sorbet. Les sorbets, c'est des trucs à base de fruits. Petite question qui ressort des échanges là, en cette matinée. Comment vous expliquez le mal de tête quand on mange une glace rapidement? C'est excellent. C'est une excellente... Je vous ai dit que nos veines, parce qu'on a des veines. On a l'impression d'avoir mal à la tête, limite au cerveau, et sur cette partie en particulier. Voilà, c'est ce que j'ai dit un petit peu auparavant, il y a 1 ou 2 minutes. C'est que quand on a chaud, quand on marche, on respire de l'air chaud, notre corps a une certaine température. Alors, si vous prenez une crème glacée alors que vous bouillonnez, que font les vaisseaux? Les vaisseaux sont vivants. Ils s'ouvrent, ils se ferment. Et quand ils se ferment, ça donne une stase, on appelle ça, le sang est bloqué, et ça donne des maux de tête. Ou c'est forcément passager? Passager, mais ne pas refaire, ne pas paniquer, ne pas un truc comme ça. Faire mieux en tant que médecin, je dirais qu'à ce moment-là, il vaut mieux aller contrôler sa tension artérielle. Mais je ne veux pas transformer... Bon, ça arrive même aux enfants. Aux enfants, voilà. Mais c'est ça qui est important. Il faut faire attention. Vous voyez que manger une crème glacée, c'est pas surtout l'état dans lequel on est. Reposez-vous. Soyez calme, détendez-vous. Ensuite, il n'y a pas de problème. Prenez une crème qui s'appelle une crème. Moi, je reviens toujours sur les sorbets parce qu'on est un pays à fruits. Les fruits et agrumes, c'est ça l'Algérie. Et il faut développer tout ça et ne pas se précipiter. Et attention, c'est toujours de la consommation du sucre parce qu'en Algérie, on a tendance à tout trop sucré, c'est pas sucré, trop sucré. Ça, c'est important. Boire un verre d'eau, surtout pour les enfants, boire un verre d'eau chambré. À température ambiante. À température ambiante. Très bien. Ça, on l'aura compris. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Excellente journée. Vous êtes parti à la mer ou pas encore? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Moi, j'aime mieux y aller fin août, mi-août, c'est plus agréable. Après l'Aïd, vous voulez dire? Après l'Aïd, c'est quand? Le 12, je crois. Le 12 on est sur la période du 11-12. Voilà, à partir du 15, c'est là où on commence à apprécier. Maintenant, et c'est là où on prépare un peu la rentrée scolaire pour certains et puis les vacances pour d'autres. C'est pas faux. Merci à vous. Bonnes vacances. Merci à vous aussi. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On va parler santé toujours avec cette start-up, cette entreprise qui est née il y a quelques mois de cela déjà. Il s'agit de Santé d'Homme, santé à domicile. Vous contactez le numéro, vous appelez le numéro de téléphone et on vous trouve le médecin le plus proche, le médecin qui est de garde, le médecin qui est disponible à ce moment-là. C'est Lilia Benassar qui nous en parle. Nous, on se retrouve juste après avec la journée mondiale du cancer. Ça tombe bien, ça se passe avec Esma Kerboua. Allons-y. Nous sommes dans les locaux de Santé d'Homme, première société privée algérienne agréée pour les soins à domicile. Une solution qui permet de soulager les structures de santé, surtout pour les actes médicaux peu lourds qui peuvent être effectués au domicile des patients. On a un plateau téléphonique, donc un call center qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui nous permet de recevoir les demandes des patients ou de la famille des patients. Dans un premier temps, les opérateurs ont comme mission de filtrer les urgences vitales, puisque nous ne faisons pas les urgences vitales.
Donc une fois qu'on a discuté un minimum avec la famille ou le patient, on écarte l'urgence vitale. À partir de ce moment, on prend en charge la demande. Donc en fonction de la demande, que ce soit une consultation ou un soin infirmier, on contacte le personnel soignant adéquat qui est le plus près donc, de la zone d'habitation du patient et qui est disponible au plus vite. Nous offrons les consultations généralistes, des consultations spécialisées, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les soins infirmiers, ça va de la simple prise de tension, de la glycémie, jusqu'à des soins continus, comme tout ce qui est perfusion d'antibiotiques à domicile, aérosol, aspiration. Nous faisons aussi de la kinésithérapie à domicile, de la kinésithérapie fonctionnelle pour de la rééducation si jamais le patient a subi une intervention chirurgicale orthopédique, de la kinésithérapie respiratoire aussi avec aspiration. Nos équipes sont équipées de tout le matériel transportable au domicile, c'est-à-dire les médecins sont équipés de CG mobile, de MAPA, de glucomètre, de tensiomètre, d'oxymètre de pouls, de scope à 5 paramètres si jamais il y a un besoin d'une surveillance médicale continue. Les infirmiers aussi sont équipés de tout ce qui est équipement médical de première urgence et ainsi que nous disposons d'échographes pour justement les besoins de tout ce qui est examen complémentaire à domicile, de l'échographie, de l'échodoppler vasculaire, de l'échocardiaque pour pousser les examens complémentaires si besoin il y a. Après l'appel, نشوفوا l'objet تاع le patient واش حاب واش ما. Donc هذا قال لي باغ اكزومبل حبيت اون سوند urinaire. Donc انا لهنا نشوف les infirmiers اللي عندي كيما هنايا في De quel côté? بير خادم. Voilà, donc on a des infirmiers un peu partout, on a بير خادم. Donc ناسيوري la disponibilité تاع l'infirmier. نشوف معاه نقول له فوالا عندنا ان باسيون اللي يحب لا سوند urinaire. Et après, on peut à quelle heure exacte il يجوز لها. Plus de 90% des patients se sentent mieux à la maison qu'à l'hôpital. Santé Dom vise alors à créer un réseau national de médecins et de paramédicaux pouvant intervenir en permanence en prenant en charge les pathologies aiguës et chroniques. Sûrement, nous allons tout voir aujourd'hui. Excellente matinée à vous tous. Santé Dom, vous avez entendu parler de cette entreprise ou pas? Santé à domicile. Vous appelez un numéro de téléphone, vous aurez affaire à un certain nombre de médecins qui seront forcément de garde, de spécialistes en question de la santé et qui vous orienteront vers le bon médecin. Ça devrait se généraliser. On le souhaite en tout cas. Le souhaite, c'est juste. Bienvenue professeur Esma Kerboua, bienvenue sur le plateau Esma Kerboua Baraka. Vous êtes professeur en médecine. On va parler aujourd'hui, vous êtes installé d'ailleurs quand je dis installé, oui. Vous êtes au CPMC, au centre Pierre et Marie Curie. Avec vous, aujourd'hui, on va parler des cancers tête et cou. Ouais. Avec vous. On va revenir un peu sur tout cela. En tout cas, bienvenue à vous. Vous avez écrit d'ailleurs un ouvrage également que l'on va voir là tout de suite. Alors, cancer du nasopharynx, une approche algérienne par professeur Esma Kerboua Baraka. Vous êtes natif de Skikda, vous avez fait vos études de médecine générale à l'université de Constantine, vous avez rejoint Alger, vous avez fait votre spécialité au centre Pierre et Marie Curie, au service d'oncologie médicale, dirigé à l'époque par professeur Kamel Bouzid. Non, toujours. Toujours, d'accord. On parle déjà de l'époque où vous aviez commencé. Professeur Kamel Bouzid, vous êtes chef d'unité tête et cou dans ce même service depuis 1999. Ben oui. Professeur Esma Kerboua, vous travaillez depuis 17 ans sur les cancers ORL. On va dire un peu plus, hein, parce que l'ouvrage est sorti en quelle année? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. On est déjà sur 19 ans. Tout à fait. Tête et cou. Qu'est-ce que... Alors, c'est bien de poser la question, hein, oui. Parce que qu'est-ce qu'on entend par... On a l'habitude d'entendre parler du cancer de la peau, du cancer de la langue, on a l'habitude de parler de tumeurs au cerveau, on a l'habitude de parler d'un ensemble de cancers que l'on cible dès le départ. Oui, et là, dans votre cas, on dit tête et cou. Voilà, parce qu'en fait, c'est tous les cancers qui touchent la tête et le cou, à l'exception du cerveau, de l'œil et de l'œsophage. Oui. Donc la joue, le nez, la cavité buccale, le larynx, le pharynx, le nasopharynx, la gorge, voilà, en général. C'est des cancers qui sont causés par quoi le plus souvent?
Alors, c'est des cancers, d'ailleurs je vous remercie pour cette invitation. Vous êtes chez vous ici. Parce que demain, c'est la journée internationale ou mondiale des cancers tête et cou, donc head and neck cancer. Et en fait, c'est des cancers qui sont méconnus du grand public, mais aussi de la communauté médicale. Pourquoi? Parce que d'abord, ils évoluent très rapidement. Les signes au départ, c'est des signes banaux. Donc, ça peut être un enrouement de la voix, ça peut être une difficulté à avaler, ça peut être un aphte ou une ulcération de la bouche qui ne cicatrise pas. Et donc, on banalise un petit peu ces symptômes. C'est cela. Voilà. Et donc, ils sont très souvent diagnostiqués à des stades tardifs, alors qu'ils sont curables. Et lorsqu'ils sont diagnostiqués à des stades tardifs, la survie devient médiocre, d'une part, et d'autre part, les traitements proposés deviennent mutilants aussi bien sur le plan fonctionnel que sur le plan esthétique. Donc le but de cette campagne, notre campagne, c'est franchement d'informer le grand public, de les pousser à aller consulter un médecin spécialiste et surtout de faire un diagnostic précoce pour avoir de meilleurs résultats thérapeutiques. Quels sont les types de cancers que vous croisez le plus souvent, vous, au CPMC? Oui, alors en Algérie, pas uniquement au CPMC. Le premier cancer... Le CPMC ramasse pratiquement tous les cas en Algérie parce que les centres qui luttent contre les cancers sont peu nombreux sur un continent comme le nôtre. C'est juste. Alors, le premier cancer ORL en Algérie, c'est le cancer du cavum ou le nasopharynx. Oui. Donc, on a à peu près 800 cas par année, selon les dernières statistiques. Survient par la suite le cancer du larynx. Et après, on a les cancers de l'amygdale, des glandes salivaires, de la lèvre, de la cavité buccale, etc. Mais le cavum reste de loin le premier. Le cavum. Oui. Ouais. Cancer du nasopharynx. C'est le cavum. Ouais. Une approche algérienne. Alors ça, c'est votre ouvrage. Vous l'avez destiné, j'imagine, on imagine bien en tout cas à la communauté scientifique. Scientifique, absolument. Comment se porte votre ouvrage? A-t-il été diffusé comme il se devait? Oui, il a été diffusé. En fait, il a été diffusé et distribué gracieusement. Oui. Donc on ne l'achète pas, il n'est pas en vente. Et le but, c'était surtout de faire connaître ce cancer et une nouvelle approche thérapeutique dans ce cas-là. Voilà. Alors, édité par Global Edit Service et le fascicule de la santé. À l'occasion de cette journée mondiale du cancer de la tête et du cou, alors quelle est la thématique qui a été choisie cette année? Sur quoi on va accentuer? D'abord, c'est la première campagne, il n'y en a pas eu d'autres. On en a fait pour le sein, pour le colorectal, un peu moins pour le poumon. Donc ça va être la première campagne pour les cancers ORL ou tête et cou. On a surtout axé sur la consultation précoce. Donc il y a des signes... Quand on a ce genre de signes, il faut aller consulter un médecin généraliste ou dentiste qui va nous orienter vers un médecin spécialiste. Le deuxième volet de cette campagne, c'est d'informer sur les facteurs de risque, qui sont évidemment le tabac, qui est le premier facteur incriminé dans à peu près la moitié des cancers de la tête et du cou, l'alcool. Alors, les facteurs diététiques, en particulier l'alimentation épicée ou les fumaisons ou les salaisons, donc tout ce qui est marqad, et puis comme le qaddid, le khlih, et l'introduction de cette alimentation épicée dès le jeune âge, ce qui explique qu'il y a un pic chez l'enfant. Ça touche l'adulte jeune, mais aussi un pic chez l'enfant. Je parle bien du cavum. Mais comment vous expliquez que les générations passées, qui ont grandi avec cette forme d'alimentation, ce type d'alimentation, n'aient pas été touchées par... autant touchées que les générations nouvelles? Mais non, pour le cavum, il y en avait peut-être... Je vais dire que l'incidence est stable, mais on avait eu à un moment donné au Maghreb du moins, c'était une très forte incidence. Tout cela à cause de l'alimentation. Voilà, parce que le mode de conservation, il n'y avait pas de frigidaire, donc il n'y avait pas de congélation, et donc on faisait conserver de façon traditionnelle ces aliments. Et ces aliments étaient riches en nitrosamine, et donc on avait une incidence
une incidence beaucoup plus élevée. Pour le cancer du cavum, par contre, vous avez raison, pour les cancers ORL, tels que le larynx ou l'oropharynx, on voit une augmentation de l'incidence. Pourquoi? Parce que vous savez que la première cigarette en Algérie, elle est à l'âge de 6 ans. Donc, à l'âge de 6 ans, c'est une étude qui a été faite en 2014. Et donc, consommation de cigarettes, introduction dès le jeune âge, 13% des collégiens, donc qui ont entre 11 et 13 ans, fument 6 à 7 cigarettes par jour. Il y a l'alcool, plus que 2 verres par jour, donc constitue un facteur de risque. Il y a l'alimentation épicée, grasse, etc. Donc la harissa traditionnelle que nous fabriquons de façon traditionnelle est un facteur de risque pour le cancer du cavum. D'accord. Voilà. C'est inquiétant tout ça. C'est inquiétant, mais il faut savoir que ces cancers sont curables lorsqu'ils sont pris très tôt. Donc la campagne insiste sur le fait de consulter. Dès qu'on a quelques symptômes, on les décrit dans le film, il faut aller consulter un spécialiste. Un enroulement de la voix qui dure plus de 3 semaines, une boule dans le cou qui dure plus de 3 semaines, il faut aller consulter un médecin. Alors, le nombre de médecins est-il suffisant ici en Algérie par rapport au traitement des cancers liés au cou et à la tête? Alors, de spécialistes. De spécialistes. Alors, les ORL, je pense qu'ils sont en nombre suffisant, les onco aussi. Par contre, les sous-spécialités, tête et cou, j'estime que les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la spécialité ORL, onco-ORL, du moins. Donc, je voudrais les encourager dans ce sens. Alors, quels sont les signes les plus inquiétants? Vous venez d'en évoquer quelques-uns, mais est-ce qu'on peut élargir un peu plus la liste? Les signes les plus inquiétants, et à ce moment-là, il faut absolument aller consulter. Alors, par exemple, un écoulement de l'oreille qui dure plus de 3 semaines, un écoulement unilatéral du nez, qu'il soit sanguinolent ou pas, et qui dure plus de 3 semaines, et surtout la boule, donc le ganglion dans le cou, qui dure plus de 3 semaines. Aussi. Voilà. Et vous l'avez dit, si on détecte cela précocement, au début, à la naissance de ce cancer, ça peut être traité le plus facilement du monde. Plus facilement, et surtout 80 à 90% sont curables. C'est cela. Voilà. Alors que quand on est à des stades avancés, on n'a qu'une survie de 40% à 5 ans. Nous allons voir quelques images que vous avez apportées avec vous. Alors une vidéo qui raconte un peu les symptômes, mais qui raconte aussi les cancers de la tête et du cou. Allons-y. Mobilisation du cancer de la tête et du cou. Savez-vous que les cancers de la tête et du cou sont des maladies curables? Les cancers de la tête et du cou représentent le 7e cancer le plus fréquent dans le monde. Ce type de cancer est plus fréquent chez les personnes de plus de 40 ans, mais on observe de plus en plus de cas chez les jeunes. 90% des cancers de la tête et du cou commencent dans les muqueuses de la bouche, du nez et de la gorge, affectant principalement la cavité buccale, le pharynx et le larynx. 600 000 nouveaux cas de cancer de la tête et du cou sont diagnostiqués dans le monde, dont la moitié décèdent. 2 patients sur 3 sont diagnostiqués à un stade avancé de la maladie. Le tabac est responsable de 80% des cancers ORL. En Algérie, les cancers du cavum, appelés également nasopharynx, sont les plus fréquents. Ils représentent plus de la moitié des cancers ORL. Ce type de cancer se voit chez les jeunes adultes et parfois même chez les grands enfants. 756 nouveaux cas de cancer du cavum et 441 nouveaux cas de cancer du larynx chez l'homme en Algérie. 50% d'entre eux rechutent au cours de l'année avec un pronostic sombre et une médiane de survie de 12 mois si le diagnostic se fait tardivement. Mais rassurez-vous, diagnostic précoce plus traitement efficace égale 80 à 90% de survie. Dépister plus tôt permet de sauver des vies. Quels sont les principaux facteurs de risque? 1. Le tabagisme, tabac fumé et tabac non fumé, chic. En Algérie, le tabagisme est responsable de 42% des cancers de la bouche et de l'oropharynx et 42% des cancers de l'œsophage. Le risque augmente avec la fréquence et la durée du tabagisme. 2.
L'alcool. Consommer plus de 2 verres d'alcool par jour représente un risque élevé de développer un cancer de la tête et du cou. 3. Le papillomavirus humain HPV. Le HPV peut provoquer des cancers dans le fond de la gorge, à la base de la langue et au niveau des amygdales. On estime que chaque année, dans le monde, environ 45 000 nouveaux cas de cancer de la tête et du cou peuvent être attribués à une infection au HPV. 4. Le virus Epstein-Barr, membre de la famille des virus herpès. Le cancer du cavum est lié au virus d'Epstein-Barr. 5. Les facteurs diététiques. Consommer des produits de conservation traditionnels, les salaisons et fumaisons, qadid, khli', le beurre rance, smen, augmente le risque de cancer de 4 à 7 fois. L'usage de piquants, harissa traditionnel, multiplie le risque de cancer du cavum par 4 à 12 fois. L'exposition très tôt dans l'enfance à des préparations épicées ou contenant de la harissa est associée à une incidence élevée. Attention! Si l'un de ces symptômes persiste plus de 3 semaines, langue douloureuse, aphte et ou taches rouges ou blanches dans la bouche, écoulement de liquide de l'oreille ou otite, bourdonnement d'oreille d'un côté, diminution de l'audition, nez bouché d'un côté et ou saignement du nez, enrouement persistant, douleur ou difficulté à déglutir, boule dans le cou, consultez immédiatement votre médecin traitant ou votre dentiste. Médecin traitant ou dentiste, forcément, le premier rempart, celui qui va filtrer pour renvoyer vers les spécialistes en la matière. Alors, la prise de conscience, c'est un élément fondamental chez vous. Et vous souhaitiez finir d'ailleurs sur cela. Voilà, il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience par rapport à ces cancers. Parce que le but de la campagne, c'est vraiment de faire des consultations, donc des portes ouvertes dans les hôpitaux pour faire des consultations et diagnostiquer précocement, bien sûr, et sauver des vies. Je tiens aussi à remercier, il faut savoir que cette campagne a été faite sous l'égide de la Société algérienne d'oncologie médicale. Donc je tiens à remercier son président, professeur Kamel Bouzid, qui ne casse jamais, au contraire, qui encourage les initiatives scientifiques, en collaboration avec l'association Al-Amel et avec le soutien des laboratoires Al-Kenti. Donc je tiens à les remercier vivement. La célébration, vous allez la faire où ? Demain, il y aura sur les réseaux sociaux cette campagne et j'espère que d'ici la rentrée, on pourra faire des consultations portes ouvertes. Merci à vous. Merci à vous. Professeur Asma Kerboua Baraka, rappelons que vous êtes chef d'unité. Tête et cou au centre Pierre et Marie Curie à Alger, à l'hôpital Mustapha. Merci encore, merci d'avoir été là, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. On se reverra très bientôt, en tout cas on l'espère. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Kenzan Chal qui aujourd'hui va nous parler société civile, comme d'habitude, comme tous les vendredis, mais avec elle va nous parler aujourd'hui du mouvement associatif et des campagnes de sensibilisation en cette saison estivale. Mais juste avant, c'est Nassiba Djaïdir qui nous dresse et qui nous propose un gros plan sur un atelier de céramique qui s'intitule Soupçon d'art. On se retrouve juste après. C'est dans cet atelier qu'elles cultivent leur passion. Avec des procédés d'antan, un regard nouveau. La main, le cœur et l'esprit travaillent ensemble. Semia et Rachida Merzouk plongent corps et âme dans le monde de la céramique. Et dire que tout démarre à partir d'une boule d'argile. Là, je suis en train de préparer un vase avec une forme un peu spéciale, des petites bandelettes qui vont faire plusieurs niveaux. C'est un peu une forme qu'on a réfléchi et qu'on avait envie de réaliser. Le modelage, c'est quelque chose de très important pour nous, donc on essaye de faire le maximum à la main. Il nous arrive de travailler autour, mais très très peu. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le modelage. Le modelage, une étape de travail
aussi importante que les autres. Un travail qui demande de la concentration et un grand sens de l'observation. Pour arriver au résultat escompté, patience, passion et minutie sont les maîtres mots de ces artistes designers. Et l'amour du fait main s'ajoute comme autre ingrédient et prend tout son sens. L'amour, la passion, tout ça, tout rentre dans le jeu, quoi. Là, c'est un plat et je suis en train de le décorer pour qu'il ne soit pas tout bête comme ça, juste un plat. De ces journées passées en atelier, des pièces uniques et originales. Des pièces réalisées avec beaucoup de doigté et aucune ne ressemble à l'autre. Des formes très design et des couleurs étudiées. Décoratifs ou utilitaires, ces objets d'art dévoilent talent, émotion et innovation. De la conception à la réalisation, des techniques et des règles à respecter. Ici, on fait appel à son imagination et à ses connaissances artistiques. On ne travaille pas au hasard, tout se discute. On travaille sur trois chemins. C'est soit il y a un projet. Par exemple, on a un projet d'exposition pour le mois de mars 2017. Donc on commence déjà à réfléchir. On a un calepin pour ça. On a des commandes particulières. Donc on travaille par rapport à des commandes. Mais on a aussi le travail qu'on fait pour nous et qu'on met à l'atelier. C'est un domaine très artistique. On le vit amplement. Mais on est très satisfait. On a beaucoup d'amis qui viennent là. Beaucoup d'artistes, beaucoup de collectionneurs. On participe à différentes expositions ici à l'étranger. Donc voilà. Donc on s'inscrit dans ça, dans la créativité. Karim Sergoua, Rachida et Samia sont animés par la même passion. Des regards croisés dans l'atelier Soupçon d'art avec en toile de fond dialogue, échange et partage. De cet atelier, un atelier qui se déroule où? Qui se déroule du côté de Soupçon d'art. Voilà, un atelier de céramique. Bonjour Madame Nechal, comment allez-vous? Très bien, merci. Bien, tranquille. Vous avez passé une bonne semaine? Alhamdulillah, oui. Alors, société civile, le mouvement associatif qui s'active et les campagnes de sensibilisation. On en parle forcément avec vous comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, trois infos plus pas mal de... Ouais. On va se faire quelques ouvertures par-ci, par-là. On va commencer par Hassani qui devait être à la salle Atlas. Exactement. Donc en fait, la chronique de cette semaine, c'est l'engagement citoyen des artistes. Durant les derniers mois, ils ont manifesté d'une très grande mobilisation à travers le pays, même à l'étranger. Mais le mois de juillet, quand même, il y a une certaine mobilisation. Donc en commençant par cette initiative, c'est l'initiative de l'association Es'al al-Khir, bureau de la Casbah, qui est principalement engagée dans le domaine humanitaire. Et à l'approche de l'Aïd al-Adha, elle a organisé en collaboration avec l'ONCI un concert, enfin c'est un spectacle où les billets vendus seront reversés pour l'association pour l'achat des moutons. Mais évidemment, quand on fait un spectacle, il faut évidemment avoir des artistes. Et vu qu'on est dans une action qui est caritative, il fallait avoir des artistes qui pouvaient le faire à titre gracieux. Donc ils ont réussi à mobiliser l'humoriste justement Hassani, et aussi le chanteur Mohmilano et enfin le DJ Tariq. Donc c'était prévu que ça soit hier, mais vu qu'on est en deuil de la mort du président
Sepsi, de nos frères voisins tunisiens. Donc le spectacle a été reporté pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc vous retrouverez sur la page Facebook de l'association. Alors en arabe, Jam'iyat As'a lil Khair, Far' al-Qasaba, la date, la prochaine. As'a lil Khair. As'a lil Khair, oui. D'accord. As'a lil Khair, Far' al-Qasaba. Donc ça va se passer, enfin, on aura les dates dès qu'ils seront fixés. Maintenant, pour le deuxième engagement, Mahrez, si je te dis que ça se passe en ce moment, en région de Kabylie, c'est une... Ah bah oui, on en a beaucoup parlé cette semaine, ça fait l'actualité culturelle. L'actualité, effectivement. C'est un festival indépendant qui existe depuis 16 ans déjà. C'est sa 16e édition cette année. C'est la 16e édition. Racontard, magnifique initiative, une réelle illustration de mobilisation de citoyens, de villageois dans leur village. Donc, c'est des citoyens qui ont ouvert carrément leur maison pour accueillir les festivaliers durant ce festival-là. Donc ça s'est passé du 19 au 26 juillet, donc clôture aujourd'hui à ne pas rater. Donc au programme, c'était exposition d'artistes peintres dans des toutes petites ruelles très cosy du village, mais aussi il y avait des conférences, débats. Vous êtes partie? Non, je suis malheureusement pas partie. C'était en semaine, je travaillais. J'espère pouvoir partir aujourd'hui le soir, Inch'Allah. Donc c'était, il y avait aussi au programme des conférences débats, donc des conférences vraiment très variées, allant de l'engagement, le combat de citoyens de la femme vers l'architecture de terre. Il y avait aussi des poètes qui ont présenté leurs poèmes et même des livres. Et le soir, c'était des chants. Alors là, les chants, c'était un pur plaisir d'une autre dimension complètement. C'était vraiment une collaboration entre artistes nationaux et internationaux. Donc quand je dis internationaux, ils sont venus d'Europe, ils sont venus de la Nouvelle-Calédonie, des États-Unis d'Amérique. Donc vraiment, c'était absolument merveilleux. On avait vraiment besoin de voir toute cette belle effervescence. Donc c'était vraiment magnifique, très louable. Donc c'était organisé par le comité du village Sahel à Bouzguene. Je rappelle, ça s'est passé à Bouzguene. Et les associations... C'est après Azazga, hein, pour ceux qui cherchent. Oui. C'est juste après Azazga. Merci. Bouzguene, le village s'appelle Sahel. Et Bouzguene, ils font aussi beaucoup de choses. Hein. Je me souviens, la première fois, même le parapente. Il y a un certain... Ah oui, c'est les hauteurs. Oui, c'est les hauteurs, magnifiques. D'ailleurs, les premières fois où on a vu cette initiative-là, c'était de cette région-là. Bref. Et aussi, c'était avec les associations du village, mais notamment avec la ligue artistique. Alors, pour ne pas me tromper, la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques de Tizi Ouzou, en collaboration aussi avec l'APC et l'APUI de Tizi. Voilà, magnifique initiative, vraiment. Alors, parmi les artistes, cher Sidi Bémol, c'était hier, il y a eu Samira Brahmia, il y a eu, vous l'avez dit, hein, les fameux artistes venus pour présenter les danses traditionnelles et autres de Nouvelle-Calédonie. Mais il n'y a pas eu que le spectacle de nuit, il y a eu aussi les ateliers de jour, expo peinture, évidemment les ateliers contes. Ah oui, racontard, c'est aussi ça, c'est l'écriture, c'est la poésie, c'est la littérature. Et il y a eu ce fameux match, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, le fameux match de foot des mémés du village. Non, vous ne le savez pas? Je ne l'ai pas vu, non. C'est une tradition. Non, il y a un match de foot. C'est pas la CAN hein, qui les a inspirés, c'est pas du tout la Coupe d'Afrique. Ça existe depuis un moment déjà dans ce fameux festival. C'est un match de foot entre dames d'âge certain, dépassant les 65, 70, magnifique. Quelquefois même jusqu'à 80. Très curieux, ces femmes hein, qui habitent en montagne et qui sont encore qui se conservent bien. Qui se conservent bien, vraiment. Ah ouais, après, c'est la nature, c'est l'air pur. Exactement. C'est l'alimentation. Exactement, on a tout à apprendre de ça. C'est l'activité physique aussi. Surtout. Ouais, oui, oui, c'est des femmes qui ne sont pas malades justement parce qu'elles font beaucoup d'activités physiques. On a l'impression que c'est parce qu'elles vivent dans les régions reculées que c'est la sédentarité, c'est pas du tout le cas. Pas du tout, au contraire. Ben voilà, et aussi, enfin, on va clôturer avec l'engagement. Attendez, mais finissons juste le village Sahel, juste pour dire, alors il y a, je sais pas si vous connaissez le fameux concours du village le plus propre. Oui, aussi, Alors cette année, ils sont candidats. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'habitant, comme il n'y a pas de capacité d'accueil, c'est les habitants qui accueillent. Ils ont ouvert leur maison justement pour accueillir. C'est du Airbnb en mode cabine.
Magnifique. En plus, avec tout le pack, nourriture, les personnes sur place très bien beau, habillées. Hein. Et on rappelle que c'est un festival totalement indépendant. C'est ce qui fait sa magie aussi. C'est ce qui fait sa diversité. On sort de toute forme de protocole habituel, du premier rang au dernier, du VIP ou autre. Pas de VIP, là, on est logé à la même enseigne. Vous arrivez au village, vous avez tellement de choses à voir que vous savez même plus où donner de la tête. Et c'est un super beau festival. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est aujourd'hui la clôture. C'est jusqu'au soir. C'est jusqu'au soir, ça se passe à Bouzgen. Vous tapez juste sur Ouaz sur votre GPS, sur Google Maps ou autre village Sahel, S-A-H-E-L, ou Bouzgen tout simplement, et vous retrouverez directement sur place. Vous allez rencontrer des personnes venues des quatre coins du monde d'ailleurs, et des quatre coins de l'Algérie, dans une ambiance folle et fabuleuse et qui donne envie. En tout cas, bravo à Bouzgen, bravo à Sahel et bravo à Racontar. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez sur leur page Facebook, Festival Raconte Art, avec S à la fin. Madame, on enchaîne avec un autre concept cette fois-ci, c'est de la musique en voiture. Exactement. Alors là, c'est un engagement citoyen à travers les réseaux sociaux. Donc si vous vous souvenez, un certain Youssef Seddas, alias Youss. Youss, exactement, le légendaire chanteur du groupe Antique, MBS, il a aussi collaboré avec Double Canon. Et donc, il a aussi été très inspiré par l'Hashmi, Hashmi Grabi, très inspiré par le Chabi en général. Et en général, et aussi par la musique Tergui. Donc, et aussi alors en collaboration avec son ami, artiste aussi, Amin Merahba, lui accompagné de sa guitare. Ben eux, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, leur devise, c'est qu'ils ne cherchent pas l'idéal, mais ils font leur part. Donc, ils n'attendent pas à ce qu'ils se produisent, l'attendent quand on les invite à se produire carrément en salle de spectacle. Maintenant, ils ont fait leur spectacle à l'intérieur de leur véhicule en encombrement, durant l'encombrement, voilà. Et donc, ce qu'ils font, c'est à l'intérieur de leur véhicule, il y a Youss qui chante et Amin qui l'accompagne par sa guitare. Ceci, c'est vraiment un moment de partage d'art, mais aussi vraiment un moment d'humanité parce que c'est un live, c'est Karosa Live, donc ils l'ont nommé Karosa Live, vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux Karosa Live. Donc c'est vraiment un moment de partage mais humain parce que c'est en direct, donc vous savez les aléas du direct, ils reçoivent un appel, ils reçoivent un SMS et voilà, ils sont sur la route et voilà, c'est vraiment un moment de partage artistique absolument extraordinaire et voilà, ce qu'on appelle des artistes engagés qu'on leur souhaite tout le succès. Alors Youss, après, quand il s'était lancé en carrière solo, c'était il y a plus d'une dizaine d'années à peu près. Il avait sorti un single qui avait cartonné, qui a raconté la société d'ailleurs, c'était Ara. Ara Garo, Ara Kawa, Zidli Defra, je crois. À l'époque, 10 dinars était importante, maintenant ce serait Ara Meska en plus. mais c'était l'une de ses plus belles chansons, d'ailleurs vous pourrez la retrouver sur YouTube, vous tapez Youss, c'est Y-O-U-S-S, Ara. A-R-A, et vous retrouverez toutes les chansons de Youss. Donc Karosa Live. Et on retrouve où c'est live? Sur la page Facebook Karosa Live. Ou carrément vous pouvez aller vers la page de Youssef Seddas ou Amin Merahba, vous allez trouver la page Karosa Live. Voilà. Ouais. Et tout ça avant tout, c'est né du fait qu'il n'ait pas trouvé de date de concert et que pour être booké par les organismes, les organisateurs publics, il fallait faire la queue, et par les privés, ils sont peu nombreux. Donc du coup, c'était l'équation à laquelle ils ont trouvé solution. Voilà. Bon, vous allez faire quoi? Vous êtes parti à la mer ou pas encore? Oui, je suis partie à la mer. Vous êtes allé où? Alors, c'est une petite plage à Baïnem. Très sympathique, très familial. Vous rigolez? Voilà. Parce que c'est pas habituel. On a l'impression que voilà, pour partir à la mer, il faut se taper des kilomètres. Or que non, à Alger, à Baïnem, bon, là maintenant je viens de faire la pub, la plage de Baïnem, j'ai retrouvé tout le monde, mais voilà, très jolie, très sympa. Entre les maisons? Oui, entre les maisons, voilà. Et c'est une plage qui est surveillée. Voilà, c'est pas une plage privée, mais voilà, c'est principalement. Pas très grande, mais voilà, on part fin d'après-midi. Pardon? Vous étiez nombreux le jour où vous êtes partis? En famille, oui. Non, mais vous étiez nombreux? Vous êtes retrouvés nombreux sur la plage? Oui. En week-end, j'avoue que c'est archi calme, mais sinon, durant la semaine, en fin de journée, c'est plutôt agréable. D'accord. Donc vous avez nagé à Baïnem? Oui.
C'est bien. Eh ben, comme quoi. On a de très très belles plages. Bah, Vous savez, le côté... On a de belles plages. On a une belle côte, mais le problème c'est que quand si elles vous sont prenez... propres. Non, c'est même pas la propreté. Quand vous prenez... Alors, on va faire on va se dire la vérité. Oui. Ouais. Si vous prenez Allez, je vais dire Fort-de-L'Eau. Mais Fort-de-L'Eau rentre dans la côte exploitable. Mais si on parlait de la partie un peu Fort-de-L'Eau, jusqu'à Baïnem, vous avez toute cette côte, mais qui est inexploitée. Bon, vous avez Sablette, un peu la promenade des Sablettes, mais c'est pas le lieu où vous allez nager forcément. Et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'on a très peu orienté notre capitale vers le balnéaire, vers le tourisme, bien au contraire, on a carrément étouffé la ceinture avec tout ce qui était port et autres. Mais là, très sincèrement, c'est vrai que port de marchandises en plus. Ouais, la plage, cette plage-là et même les autres plages, la Ouina du côté de la Pointe pour ceux qui connaissent, je vous avouerai que ça fait maintenant plus de 5 ans que j'y ai pas été. C'était vraiment quand j'étais jeune que je suis partie. Mais là, en ce moment, vu qu'il y a, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Il y a Ihsan Alventurius, d'ailleurs qui est une habitante à travers les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous la connaissez, Ihsan, c'est une vraiment militante écologiste. C'est elle qui a fait le premier palier de l'Everest? Non, elle habite. Non, elle a fait juste. Ah, c'est pas celle qui a. Il y en a une autre qui porte pratiquement le même prénom. Non, elle voyage. Elle, son principe, c'est vraiment un combat écologiste. C'est tout le temps la sensibilisation pour laisser l'endroit propre après l'avoir visité. Mais surtout, c'est voyager et faire découvrir la promotion du tourisme en Algérie. Donc, bref, dans ces plages-là, il y a énormément de campagnes de sensibilisation. Donc, quand on dit campagne de sensibilisation, c'est aussi un certain mécanisme pour que cet endroit-là reprenne vie, parce que quand on fait des campagnes de sensibilisation, on fait appel aux enfants, on fait appel aux familles, et donc l'endroit les familles se réapproprient un petit peu ces endroits-là. Donc ces plages-là, allant de Saint-Eugène jusqu'à au phare, j'avoue que quand même il y a une certaine, je dirais, évolution, mais c'est aussi une évolution qui a été entreprise principalement par les citoyens aussi. Voilà. Super. Et vous? Moi, non, pas encore. C'est vrai? Non. Je sais pas, je réfléchissais à un lieu sympathique, j'arrive pas à trouver. Peu de monde, je supporte pas le monde. Du côté de Tipaza, peut-être, non? Ah, je suis resté 2 ans là-bas, je peux pas. Je peux plus. J'adore Tipaza, j'embrasse tous ceux qui sont de Tipaza. C'est des gens exceptionnels, fabuleux. Pas rien à dire. Hein. Quand vous vivez avec eux plus de 40 jours, vous êtes beaux, hein, je vous le dis. Moi j'ai fini. J'ai vécu près de 7 mois à Tipaza en 2 années. Donc du coup, pour vous dire. Mais ça reste que on a envie de changer. Oui, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Et en ce moment, la tendance, c'est du côté de Kolo. Kolo, pardon. Kolo, pas de Kolo. Kolo. À ce qui paraît, j'ai pas encore été, mais ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a un tout petit hôtel, l'appart-hôtel là-bas, et vraiment magnifique, qui respecte l'environnement surtout, donc vraiment très très beau. D'ailleurs, Ihsan va partir aujourd'hui. Vous allez voir. Vous allez avec elle? Non, mais elle va justement. C'est ça aussi le rôle des personnes, ces influenceurs sur les réseaux sociaux. Elle va nous faire vivre avec elle cette visite à Kolo. Voilà. D'accord. Très bien. Sur Instagram, Facebook. Voilà. Forcément. À bon usage. Oui. Autant les utiliser pour la bonne cause. Bien, évidemment. Non, la grande tendance cette année, c'est hashtag les Canadiennes. C'est la plage dont on parle beaucoup. C'est vrai aussi. C'est fou. Les Canadiennes. Oui. Ouais. Avant, c'était les étudiants de Beb Zouar qui exploitaient la plage. On ratait les TP. Pour aller aux Canadiennes? Pour aller aux Canadiennes. Mais bon, et après, maintenant, il y a vraiment beaucoup de monde. Énormément. C'est bien qu'il y ait beaucoup de monde. Il faudrait juste qu'on laisse les plages propres après notre... Il n'y a pas de mal, hein, alhamdoulilah, au contraire, c'est bien. Mais après, il faut laisser l'endroit propre, après notre passage. Moi, je crois que si je nage cette année, j'irai derrière Imagoré. Vous êtes déjà allé? Derrière? Non. Non, derrière Imagoré. On me demande, on me dit est-ce que c'est pour les maintenant? C'est pas par bateau ou Floca, ouais. Ah, bah voilà.
D'accord. Ouais. Non, pas Zegouat. Zegouat, c'était la plage des hommes. Vous connaissez Zegouat? Vous connaissez C'est la plage des hommes. Vous le saviez ou pas? Oui. Avant, c'était les enfants. Et on a osé les petites filles. Non, les petites filles. Non, alors, regarde, c'est ça qui est particulier. C'est qu'on peut dire que c'est une plage d'hommes, mais où les femmes sont les bienvenues. J'ai été. Mais où traditionnellement, les vieux bougiottes n'allaient pas avec leurs épouses. C'était les hommes qui emmenaient les enfants, les filles et les garçons. D'accord. Et puis maintenant, par contre, c'est totalement mixte. Il y a 2 ans de ça, j'ai fait une petite randonnée justement par derrière. Enfin, on a marché, il fallait. Vous avez fait les petites. Magnifique. Très très beau. Vous n'avez pas eu peur? Non. 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 Les femmes de nos jours, elles font tout, c'est fou. Oui, mais j'aimerais, je sais pas, derrière Imagouret, en dessous, vous avez c'est beau. L'aspect sauvage le plus fou qui puisse exister. Si vous trouvez un flouka, moi vous pouvez passer une journée mais coupé du monde. Wow. Alors que derrière vous, il y a 2 millions de personnes, mais vous êtes seul. Inch'Allah, d'accord. Voilà, derrière le Cap Carbon, voilà. Derrière le Cap Carbon. Un autre petit rendez-vous, il y a un spectacle de freestyle à Boumerdes lundi soir à partir de 19h. C'est une compétition, c'est faite par l'école algérienne de freestyle. Voilà, école freestyle des Z à Boumerdes sur le front de mer. Voilà. Si, c'est très bien. Merci à vous. Merci. On va voir quelques images de Racontard si vous le permettez. On va les revoir. Alors vous y allez aujourd'hui, hein, vous allez vous éclater. Vous allez vous amuser. Alors là, si vous trouvez... Alors regardez comme c'est beau, il y a l'enfant avec les artistes, ça c'est merveilleux. Mais ici, il y a, ce qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a pas d'artistes... Il y a des artistes invités qui sont prévus, évidemment. Il y a un concours aussi qui est lancé pour les jeunes artistes également. Il y a une commission qui est mise en place quelques mois avant pour permettre à des artistes de venir officiellement. Mais il y en a d'autres qui viennent passer la soirée tout simplement, tout court. Exact. Et qui viennent pour passer quelques jours étant artistes. Exact. Donc du coup, ça crée des fusions, des échanges, ça crée quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est l'affiche. Oui. Et ce qui est par contre étonnamment triste, c'est qu'un festival comme celui-ci qui réunit tous les arts, qui réunit toutes les cultures, toutes les origines, qui réunit toutes les personnes venant des 4 coins du pays, ne soient pas sponsorisés, qu'ils aient très peu de partenaires. Très peu de partenaires. Très peu de partenaires, alors qu'au lieu de sponsoriser quelquefois des concerts qui ne servent absolument à rien, qui sont bons, hein, qui récupèrent, vous avez 15 000 personnes dans la salle, il n'y a aucun souci, mais derrière, je veux dire, en termes de quel est votre engagement citoyen? Exact. C'est ça la vraie question. Quand tu sponsorises, avec ou sans toi, on ne te voit pas, on voit l'artiste. Alors que dans des événements comme ceci, ça pourrait permettre un placement exceptionnel pour les produits et pour les marques. Ouais. Et je dis ça, je dis rien, après faites appel à vos agences de pseudo venant de l'autre côté de la Méditerranée pour vous vendre des concepts complètement dépassés, pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut suivre le cœur, moi je dis. C'est le cœur qui quelquefois nous fait faire des choses exceptionnelles et quelquefois nous fait faire des choses... Soul King en Algérie, vous en avez entendu parler ou pas? Le 22 août prochain. Le 22, ça se passe au 20 août. Ça se passe au stade du 20 août. Stade du 20 août, la cuisine. On revient, oh là là. Là, la cuisine, vous connaissez? Vous êtes parti, comment vous l'avez appelé, la... Ousmane dit que la... Oui, ne dites pas, je vais vous le dire, Wagnouni. Wagnouni. Et la buvette de Wagnouni. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas de buvette, que j'avais inventé ça et que c'était drôle pendant un temps. Merci de Mais maintenant, je marche dans la rue et on me dit, t'as fait de la thune avec ta buvette à Wagnouni? J'aurais voulu. Parce que si j'avais eu la buvette de Wagnouni, j'aurais pris mes vacances plus tôt à la télé cette année. Entendons-nous bien. Non mais, par contre, j'ai mangé mon dernier béni avant d'entamer le régime. À Wagnouni. Ça y est, au régime? Ah ouais, ça y est. D'accord. Inch'Allah, au mois d'octobre, je ne vous parlerai plus. Parce que moi, quand je fume, je ne parle plus aux gens. Là, c'est pas la peine. Non. Non, je rigole. Non. Mais fabuleux soirée. Vous l'avez vu où le match, vous? Ce stade du 5 juillet. Ah, vous êtes parti au 5 juillet? Oui, enfin, du monde, hein. Magnifique. C'était beau. Vraiment, il y avait beaucoup de monde. Hein. C'était beau. C'était mieux que la première. Enfin, il y avait plus de monde que la première fois. Beaucoup plus de monde. C'est pas une question de mieux, pas mieux, parce que c'est 2 opérateurs qui ont travaillé sur cette rencontre-là. Et on salue le premier qui a eu l'idée et l'initiative. On salue le deuxième qui a maintenu l'organisation et qui a maintenu l'ordre et la sécurité. Voilà, juste pour dire un peu. Pour pas non plus... Malgré qu'il y avait un flux énorme, le stade a été fermé 2 fois, il a été réouvert parce que vraiment les gens vraiment insistaient à y assister. C'était vraiment une ambiance extraordinaire, magnifique. Vous avez allumé un fumigène?
Pas moi, je l'ai tenu. Je l'ai pas allumé. Et vous voyez, je commence à connaître un peu les mécanismes au stade. Une fois qu'on allume, qu'on éclate, on allume fumigène. On dit un tardgo fumigène. Mais c'est allumé à la base. Oui, allumé. Oui, on fait passer le fumigène. Donc voilà, c'était particulier, et dans l'espoir que les prochains matchs, les familles puissent partir dans les stades. J'allais vous dire, la meilleure réponse et le meilleur impact de cette Coupe d'Afrique des Nations, cette deuxième étoile, c'est qu'à la rentrée, vous savez que la saison foot commence dans pas longtemps. On va voir. Elle commence dans 2 semaines à peine. Au mois d'août, les footballeurs reviennent. Très bien. Parce qu'à la base, le football n'est pas le job du banquier. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas de 8h à 16h et à partir de septembre jusqu'au mois de juillet. C'est pas cela. Le foot, c'est du divertissement. Et le meilleur exemple dans cela, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, ça joue 2 fois par semaine. C'est considéré comme étant un spectacle. On te paye cher, mais tu es là pour donner du plaisir aux gens toute l'année. Et pendant les fêtes particulièrement. Nous, chez nous, pendant les fêtes, ils font la trêve. Pendant les vacances, ils font la trêve. Mais non, c'est là où ils doivent jouer. C'est là où ils doivent occuper les gens, donner du plaisir aux gens, créer du spectacle. En tout cas, on espère 2 impacts pour cette CAN, pour cette victoire. Alors, que l'on crée du vrai jeu, que l'on crée du vrai spectacle dans les stades. Et deuxièmement, que les familles reprennent la place, parce qu'on a vu que c'est des familles, c'est des femmes, des enfants qui étaient dans la rue pour supporter l'équipe nationale, qui étaient à Ouagnouni, qui étaient à Tchelfa, qui étaient à Dia, qui étaient à Béjaïa, qui étaient en tout cas partout dans les villages, prenez Blida, Bouira ou autres. Et c'est des femmes aussi qui sont déplacées aussi en Égypte, au Caire. Comme quoi. Voilà. Exact, Inch'Allah. Bon, madame, c'était un plaisir. Partagé. Je vous souhaite un bon voyage vers Bouzguene. Bouzguene, Inch'Allah, à Sahel. Vous saluerez tout le monde. Avec plaisir. Ils sont sympas là-bas en plus. Avec plaisir, ils sont très très sympas. Allez, le vitrail, on en parle ce matin. Tiens, il s'agit d'un portrait, celui d'Ilham. Tiens, les Ilham sont à l'honneur aujourd'hui. Elle est artisane, elle est spécialisée et elle est spécialiste en vitrail. C'est Nolhouda Bouzgao qui l'a rencontrée. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, sur Nolhouda Bouzgao, elle-même elle fait du vitrail, vous le saviez? C'est vrai? Ouais. Et elle-même, elle enseigne du vitrail. Quand elle dirige des ateliers. Alors c'est pas... On la connaissait passionnée de philatélie, de timbre. Et bien, Nolhouda, elle est aussi... Un jour, il faudra peut-être qu'elle nous expose quelque chose. En attendant, voici son portrait. Qui mieux qu'elle pour nous raconter cela et raconter cette passion? Là, c'est parti avec elle. Lorsque l'amour des couleurs se rencontre avec la passion de l'art, Ilham excelle dans l'expression de ses émotions sur un support particulier, le verre. La relation entre Ilham et le vitrail est née récemment. Pourtant, le résultat reste tout juste éblouissant. C'est récemment, ça fait à peu près 1 année. En fait, c'est une parente à mon mari qui fait ça aussi, qui est passionnée, enfin c'est son métier. Et j'adorais ça. En fait, j'achetais souvent chez elle pour les mariages, des cadeaux et tout. Et donc j'adorais ça. Et après, donc j'avais pris des cours chez elle. Elle avait proposé de donner des cours. J'ai pris des cours chez elle. J'ai participé après à des ateliers dans un magasin qui vend des articles scolaires. Après, donc... j'ai été un petit peu autodidacte toute seule, donc j'ai fait des recherches sur YouTube, j'ai vu des tutos et j'ai commencé un petit peu à pratiquer et voilà. Donc en fait, moi à la base, je suis ingénieur en informatique, donc la semaine en fait je fais du support informatique et donc il y a le stress de la semaine et après en fait je fais ça les week-ends. Et donc j'essaie de me déstresser et je plonge un petit peu dans mon univers un petit peu, on va dire, artistique. Les couleurs, la vaisselle, les miroirs. J'ai un petit penchant aussi pour beaucoup plus pour les miroirs et les tableaux. Je fais beaucoup plus ça que de la vaisselle. Plusieurs supports qu'Ilham met en valeur à travers la technique du vitrail. À ce moment-là, une grande concentration sur le tracé avec le cerne-relief donne l'impression d'un perfectionnisme gracieux. Et pour par exemple des événements un peu particuliers, comme par exemple ces verres-là, c'est des verres des fiançailles, donc on essaie toujours de rester dans le thème mariage et tout, donc c'est doré et argent généralement, c'est ça. Donc voilà le résultat final. C'est des verres de fiançailles.
Et en fait, je rajoute un petit plateau qui va avec. C'est un miroir que je découpe chez le vitrier. Après, je lui rajoute des poignées. Et voilà ce que ça va donner. Je peux rajouter les noms des mariés, la date de leur mariage ou de leur fiançailles. Voilà. Personnalisé. Voilà, ça reste personnalisé, ça reste unique, ça change un petit peu de ce qu'on trouve dans le marché. Voilà. Debout dans sa cuisine ou assise dans son jardin, l'environnement dans lequel Ilham crée est une source d'inspiration. Pendant que le vitrail consiste en un remplissage avec de la peinture spéciale, son travail à Ilham reste particulier et personnalisé, surtout unique. Peu de couleurs dans la même œuvre, remplissage particulier. Bref, le résultat est surprenant, particulièrement sur cette calligraphie arabe. C'est un cheval, donc enfin c'est de la calligraphie islamique. En fait là à la fin ça va être Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donc ça va être un tableau, donc j'ai choisi la couleur argent. Et je mettrai en fond, en fait je mets toujours du velours, parce que je trouve que c'est très beau le velours. Et le cadre, on va l'encadrer après avec de l'argent aussi, enfin, ça sera joli, j'espère. Donc le travail, ça va se faire avec du cerne ou... Oui, c'est un cerne, voilà. Je fais un rempart. Voilà, donc je n'utilise pas de couleur dans la calligraphie, je préfère utiliser le cerne. Et j'utilise une technique, en fait, quand je remplis, je fais un remplissage. Je ne fais pas un remplissage genre simple, basique. En fait, j'essaie de faire un remplissage, c'est comme si que ça donne un effet de couture, genre style mujboud. Voilà. Enfin, à peu près, on essaie de représenter ça. Ainsi de joindre l'utile à l'agréable, nés des produits artisanaux qui viennent enrichir le vaste répertoire du terroir algérien. Et à un moment, il faudra faire du vitrail un jour ou l'autre. Oui. Tu fais du vitrail? Là, tu m'as eu. Non, tu fais du vitrail ou pas? Non, jamais. Non, j'ai jamais essayé. Alors, vous avez reconnu son visage. Hein. On va pas faire oui, bonjour. Aujourd'hui, nous avons Manal Gharbi avec nous. On te connaît. Alors, Manal, bonjour, déjà. Bonjour. Ça, c'est bien élevé. Et puis, on s'excuse parce qu'on... Non, mais ça arrive souvent. C'est comme ça. Ça arrive souvent. C'est ça, une émission aussi. On échange un peu. Non, mais, non, mais c'est vrai. À part la musique, c'est quoi tes passions à toi? À part la musique, bah, ouais. la musique. Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Bon, après, j'en ai d'autres. J'ai d'autres passions. La cuisine, par exemple. Ah oui? Ouais. Sérieux? Oui. Nous, t'as le cousin. C'est bien ça. Alors, Manal, vie pro, vie de maman, vie de musicienne, artiste, soliste, chanteuse, un peu de tout. Alors, vie de comédienne aussi. Moi, j'avais envie de te poser la question, parce qu'on a un peu de temps aujourd'hui. Tiens, mais j'avais envie de parler de ça. Alors, le petit écran, bon, tu connais, parce que tu as fait présentatrice. Ouais. Et tu continues à le faire d'ailleurs. Je continue à le faire. Ouais, mais quand on est derrière une caméra pour jouer dans une série, ça fait quoi au juste? Non, mais c'est pas ça, mais quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce que j'imagine qu'on a dû te solliciter depuis un moment, mais là, depuis 2 ans, ça cartonne pour toi. Écoute, j'ai toujours voulu essayer, tenter cette expérience. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de propositions avant. Et tant qu'on ne le fait pas, ça nous fait toujours peur parce qu'on a peur du ridicule. On dit que le ridicule ne tue pas, mais c'est faux. Ouais. Non, c'est faux. On choisit ce qu'on fait. Tu es dans le même domaine et tu sais ce que c'est. On réfléchit vraiment au projet qu'on fait. Pourquoi cette année j'ai accepté Ward Aswad, de jouer dans Ward Aswad? Parce que tout simplement, c'était la même équipe qui avait fait El Khawa. Ouais. Qui est un feuilleton donc magnifique, à succès. Et puis je me suis dit, bon, maintenant, au bout d'un moment, soit tu fais confiance aux pros, soit tu ne le feras jamais. Et comme j'avais vraiment envie de tenter cette expérience, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, il faut dire qu'il y avait une sélection d'artistes magnifiques. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le rôle. C'était un rôle qui ne prenait pas beaucoup de
de place dans le feuilleton déjà, donc c'est peut-être par manque de courage aussi, peut-être. En tout cas, ça, vu que je travaille le reste du temps, je travaille la semaine dans un autre domaine encore, donc j'ai pas beaucoup de temps pour, c'est-à-dire je n'ai pas 2-3 mois de libre pour que je puisse vraiment tourner. J'ai adoré l'expérience, vraiment j'ai adoré l'expérience, et ce qui est certain, c'est que je vais continuer. Parce que ah oui, tu t'arrêteras pas Non, j'ai adoré l'expérience. Eh ben, alors, tiens, il y a aussi la vie de l'artiste. Aujourd'hui, tu devais être avec nous, on devait parler d'un spectacle qui devait avoir lieu demain avec l'ARC, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Un récital à Dar Abdelteif, un lieu et pas des moindres, en même temps. C'est un lieu magique qui ferait rêver tous les artistes. Bon, deuil national, on le sait, décès du président tunisien, c'était hier. Béji Caïd Sebsi à l'âge de 92 ans, 7 jours de deuil en Tunisie, 3 jours décrétés en Algérie par solidarité avec le peuple tunisien et la Tunisie. Ce qui est normal. Concert reporté ou concert annulé? Non, concert reporté. Donc avant même l'annonce du deuil national, on s'était préparé au report du concert, parce que de toute façon, même s'il n'y avait pas de deuil national, ça n'aurait pas été de circonstance de maintenir le concert. Donc le concert a été reporté probablement. Alors, je ne devrais pas annoncer la date, mais c'est pas grave. Enfin, une fourchette. Jeudi prochain, le 1er août, ce n'est pas encore confirmé, donc ça sera annoncé on l'annoncera sur les réseaux sociaux. Mais normalement, ce sera le jeudi. Tu t'apprêtes à offrir quoi au public? Toujours un peu de musique andalouse, de la variété. Donc une partie du concert en Évasion Mauresque, que je faisais donc que j'ai présenté dans plusieurs villes entre décembre et mars, dans le cadre de la petite tournée que j'avais eu le plaisir de faire. Et puis pourquoi une partie du concert? Parce que je compte me produire à Alger, terminer la tournée, faire la clôture de la tournée au mois de septembre, en tout cas la rentrée. Donc on fait juste une petite partie de ce concert-là. Et puis on rajoute, il y a de la variété, vu que c'est quand même Dar Abdelteif, c'est plutôt des jeunes qui y vont, c'est un public un petit peu différent que le public. T'offres un peu de tout, quoi. Voilà. T'étais en Égypte, toi? Ça s'est passé comment? Génial. Génial. D'ailleurs, là, je me sens encore un peu... Nous, on est encore ambiance... Bon, là c'est le deuil, on est dans l'obligation du respect aussi de cela, mais chez nous, c'est la fête depuis, on va dire, plus d'une semaine. Ah oui, on est en plein. Vous êtes là et... Ah non, enfin, ça veut tout dire en même temps quand tu vois ça. Mais alors, tu as fait une semaine, tu as regardé le premier match de l'équipe nationale? J'ai regardé le premier match. C'était ton premier stade? C'était mon premier stade, mais franchement, c'est un baptême de malade. En plus, c'est l'Algérie qui avait joué, donc c'est pas n'importe quel match. En Égypte, honnêtement, vous avez de la chance. De quoi? De pouvoir aller au stade comme vous voulez. Voilà, enfin, du moins en Algérie. Peut-être c'était avant, j'espère que ça changera. Non, mais c'est-à-dire que l'ambiance va changer. Parce que c'est pas ça, mais tu as vécu une ambiance de compétition internationale entre des nations. Entre clubs, c'est un peu différent. C'est un autre goût. Ça a le goût du sandwich, pâté, fromage, truc. Là, ça avait un goût un peu plus crustacé. J'y avais pas pensé. Mais c'était beau, ça t'a plu? C'était magnifique, une ambiance de malade, surtout qu'on n'était pas dans le carré VIP, on était en première loge, mais stade, donc avec le... Dans l'ambiance. Oui, dans l'ambiance, vraiment. Et puis ce qui était impressionnant, c'était le comportement des jeunes. Ils ont été d'un civisme incroyable, ils ont nettoyé les gradins à la fin. Mais ça, on le voit depuis février dernier. Hein. Oui, mais c'est fou, mais on ne s'attendait pas à le voir aussi au Caire, en Égypte. D'autant plus qu'il y a quand même un certain passif, que tout le monde... Assez compliqué, que tout le monde n'a pas, surtout les jeunes, c'est pas tout le monde qui a mis ça au placard. En tout cas, le comportement des Algériens, ils ont été... Les jeunes, nos jeunes, ont été parfaits, exemplaires. Et moi, j'ai eu un baptême extraordinaire parce que on a la chair de poule, on pleure, c'est une émotion incroyable. Voilà.
Psartek, ma soeur, hein. Psartek. Alors, du coup, on va peut-être revenir un peu sur tiens, la Manel Gharbi. Il y a la vie pro, il y a la vie de maman, il y a la vie de l'artiste. Ouais. Il y a un peu de tout ça. Qu'est-ce qui est et il y a la vie de la comédienne. En fin de compte, quand on est jeune et qu'on a, ouais, mais quand on est jeune et qu'on a vécu toutes ces expériences, on voit comment l'avenir. On voit comment l'avenir. Ouais, c'est ça. Comment on l'envisage. Mais j'ai encore tout plein de projets à faire. C'est ça, c'est ce que mais je dis. justement, j'ai l'impression de n'avoir encore rien fait. Et c'est le cas, hein. Je pense que c'est le cas. C'est pas parce que j'ai eu 15 ans de télé. Bon, c'est vrai que on a commencé en même temps. Ouais. C'est ça, c'est 15 ans. On a eu 15 ans. Ouais, 2005. On est sur 15 ans. 2004, on est 2005. sur 15 ans. 2005, j'avais 20 ans, voilà, donc 15 ans de télé, c'est pas pour autant qu'on a fait beaucoup de choses, on a fait des choses, de belles choses, mais il reste encore tellement de choses à faire, donc je veux continuer dans ma carrière d'animatrice, parce que j'adore le petit écran. La musique qui prend de plus en plus de place, que les années précédentes, et je suis en train de finir mon projet artistique, donc mis à part la musique andalouse que je fais avec grand plaisir parce que c'est ma formation et que je continuerai à faire, mais il est clair qu'un artiste a besoin de s'exprimer, a des choses à dire, a des choses à raconter, et voilà, je bosse dessus, donc on a pas mal avancé là-dessus, et il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Alors, tu t'aventures dans des projets musicaux qui bon, de façade ne te correspondent pas du tout, alors que quand on regarde le résultat, on se rend compte que tu prends autant de plaisir que quand tu fais de la musique andalouse. Alors, moi, je parle du duo avec Jam, ouais, sur son premier album solo. Ouais. Superbe chanson. Superbe chanson. C'est ça. Alors, ouais, c'était une belle expérience. Et tu sais comment ça s'est fait? Bon, Jamil, on se connaît depuis très longtemps parce que lui, il est de Ruiba, moi, je suis de Ain Taya. Ouais. Donc, on se connaît. Et puis, sa sœur, on avait passé les Olympiades ensemble, Chérine. Jamil, on a fait la chorale ensemble, la chorale Naram du Sacré-Cœur, donc bon, on se connaissait depuis pas mal d'années. On s'était rencontrés un jour et puis il me dit, tu sais quoi, je suis en train d'enregistrer un album, si je t'invite sur l'album, est-ce que tu acceptes? Je me dis, mais c'est clair, sans même réfléchir. Et c'est comme ça. Ça t'a pas fait peur? Non, beaucoup d'artistes en musique andalouse, musique classique algérienne, se seraient dit je suis d'une certaine stature, d'un certain niveau, je pourrais pas non plus. Non, pas du toi. Tout. Tu dis pas ça. Je pense que c'est le fait que je sois aussi musicienne. C'est ça. Beaucoup d'artistes qui font. Tous les artistes de musique andalouse sont musiciens parce qu'on apprend à chanter, à jouer en même temps. Mais la plupart choisissent entre le chant et l'instrument. Soit on chante bien, soit on joue bien. Moi, c'est vrai que j'ai commencé l'instrument avant le chant. Donc j'ai commencé le piano avant de faire de la musique andalouse, avant de commencer à chanter. Donc j'ai aussi cette peut-être petit peu diversité culturelle, en tout cas musicale, qui me permettent justement de m'ouvrir à plusieurs styles. Jamil, ça s'est fait comme ça coulait de source. Et puis le texte, c'est un beau texte, c'est un texte palestinien qu'il a mis sur un air Sahara, mais je dirais un peu Janet. C'est ça. C'est en mode rythme. Très rythmé, très roots. C'est ça. Et très roots. Très Jamil, quoi. Très Jamil, très Jamil, voilà. C'est ça. Bien dit, très Jamil. Al-Hanwa Shabab, tu regrettes? Jamais. Je n'ai pas de regret. Attends, il y a deux types de questions sur le regret. Tu regrettes de ne pas avoir fait la dernière saison? Non. Non. Non, parce qu'en fait. Pas d'amertume? Du tout. Oui. Honnêtement, du tout. D'ailleurs, je suis quelqu'un de très joyeux. Je ne vis pas avec ça, quel que soit le domaine. Al-Hanwa Shabab, le fait que je ne fasse pas cette dernière édition m'a ouvert tellement de portes. J'allais te dire. C'est incroyable. J'aimerais. J'ai dit merci. Ouais. Au final. Ouais, on embrasse tout le monde parce que bon, c'est que tu as été fair play, on a essayé de te mettre dans la bouche des mots qui n'étaient pas les tiens et on a essayé de créer quelques petites. Il suffit que tu dises un mot. People. On va te la vidéo sur YouTube. Alors que non, ce sont des interprétations. Mais tu n'as pas eu l'impression, en étant remplacé, d'être un peu
peut-être un peu considéré comme, je veux dire, comme l'élément qui ne peut pas évoluer avec l'émission, ou comme étant l'élément qu'on va mettre au musée et qui à un moment te donne l'impression que ta carrière télé est finie parce qu'on t'a un peu trop... En fait, tu ressens le ça. Sentiment, Tu ressens ça. Ouais. Honnêtement, tu ressens ça sur le moment, tu ressens ça. Tu te dis, mais pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Ok, j'ai fait 8 années de 8 éditions. J'avais 34, là j'en ai 35. 34 ans, c'est jeune. T'as Nikos qui est toujours sur la Starac. Donc oui, tu ressens cela sur le moment. C'est légitime, c'est humain. Ça. Mais après, quand la tristesse, parce que ça m'avait fait mal sur le moment. Mais après, quand tu reprends tes esprits, tu te dis non, mais j'arrête ce projet-là, je vais sur d'autres projets. Tu ne sais pas lesquels encore. Mais voilà, après les projets viennent. Là, tu t'es retrouvé dans plein d'émissions. Non, mais dans plein d'émissions, dans plein de projets. La musique a repris, téléfilms, voilà. C'est fou. Hein. Donc, oui. Une porte se ferme et t'en as 36 000 qui c'est moi, j'aurais dû arrêter moi-même. Demain, la production, il y a le téléphone qui sonne et on te dit tu reprends du service. Ça y est, c'est fini. Il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi, ça s'applique dans tout. Alors, les 3 questions, tiens. Si tu rêverais de chanter dans un lieu, ce serait où? Un lieu? Ouais, un lieu. Ah, je t'ouvre la carte du monde. Hein. Tu veux aller à Baalbek, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux chanter dans un lieu? Un lieu, je dirais à Grenade. Ah ouais. Ah bah oui, en même temps, tu vas vers les origines. C'est un peu ça. C'est un peu logique. À Grenade. Un réalisateur avec lequel Un réalisateur avec lequel tu rêverais de tourner. On passe au long, on passe au long métrage. Aller sur un truc plus costaud, quoi. Je reste sur les réalisateurs algériens, films historiques, Ahmed Rachdi. Ah oui. Une institution, c'est pas faux. Pas faux. Une émission télé, un type d'émission télé. Je ne demanderai pas la chaîne, parce que chez nous, on tourne. Il y a une émission que j'adore qui passe sur la 6, mais là, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié le nom de l'émission. En fait, c'est une animatrice qui invite des personnalités politiques et autres pour une rencontre un peu intimiste dans une maison. Non, c'est pas l'ancienne Miss France. Elle est... Et tu voudrais faire un truc comme ça? Ouais. Vraiment, une émission. Et puis une émission de talk. Une émission de talk. Merci Manal, merci d'avoir été là. Merci à toi Mahrez, toujours un plaisir. On embrasse le petit. Oui, Skender, gros bisous, mon chéri, et puis maman qui me regarde ce matin. Et on rappelle, le concert est reporté, pas demain, mais la date sera annoncée évidemment sur la page de l'Arc et évidemment sur la page de l'artiste sur Instagram, sur Facebook. Manal Gerbi, M-A-N-A-L, Gerbi officiel, voilà. Merci Manal, merci à tous ceux qui ont préparé cette émission aujourd'hui. Merci à l'équipe de caméraman Sissi, Shrifa et notre très cher camarade Samir. Et on se retrouve dès demain, de 9h à 10h30. Au revoir.